Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux. Donc, premier séminaire de l'année. Donc, on a le plaisir d'accueillir Estelle Dumas-Mallet. Estelle est docteure en sciences biologiques et médicales et a beaucoup voyagé, d'après ce que j'ai compris. Après plusieurs expériences donc, à l'étranger, elle s'est intéressée aux connaissances scientifiques et comment elles sont présentées dans les médias. Et donc, c'est l'objet du travail qui est présenté aujourd'hui, qui est le sujet de sa thèse de sciences qu'elle a faite à Sciences Po Bordeaux avec un financement AIDS et qu'elle a soutenu en octobre ou en novembre, c'est ça? Voilà. Et actuellement, Estelle est en postdoctorat à l'IMN à Bordeaux et elle s'intéresse aux mêmes questions, mais plus particulièrement sur les cas français. Bon, bonjour à tous, je vous remercie pour cette invitation. Et donc, je vais vous parler de la recherche, d'une partie de la recherche que j'ai réalisée au cours de ma thèse, et en particulier, pourquoi les articles de presse couvrant les résultats de la recherche biomédicale sont-ils souvent faux, et la position des journalistes et des scientifiques en situation d'incertitude. Nous avons tous été confrontés à du sensationnalisme dans la presse. Par exemple, cancer, un seul verre d'alcool augmente le risque, ou encore sur la piste du vaccin anti-tabac, ou encore l'optogénétique, le rayon magique. Donc nous sommes fréquemment confrontés à ces titres accrocheurs et pourtant, les promesses de dépistage et de traitement ne sont souvent pas au rendez-vous. Et de fait, l'utilité publique de la recherche est exagérée dans les médias. Comment peut-on expliquer ça? Plusieurs possibilités peuvent être envisagées. D'abord, on peut penser au rôle des journalistes. Comment choisissent-ils et comment présentent-ils les résultats des études scientifiques? On peut s'interroger aussi sur le rôle des chercheurs et de leurs institutions. Comment publient-ils leurs résultats? Quels résultats choisissent-ils de publier? Et comment interagissent-ils avec les journalistes? Et au niveau de la pratique de la recherche scientifique elle-même, quelle est la validité des résultats scientifiques produits? Pardon. En effet, depuis quelques années maintenant, les journaux scientifiques dénoncent les problèmes de reproductibilité et certains parlent même de crise de la reproductibilité. Cette crise, en fait, ça tient au fait que les études ne sont pas reproduites par des études ultérieures. Et ça arrive au niveau des essais cliniques, de la recherche préclinique, sur les études des puces à ADN, de l'imagerie cérébrale ou des études génétiques. Donc tous ces résultats s'accordent à dire qu'il y a un manque de reproductibilité et qu'il y a surtout un excès de résultats statistiquement positifs qui sont publiés. Notons ici que cet excès de résultats statistiquement significatifs n'est pas le fait de fraude, mais plutôt de pratiques de recherche discutables, dont certaines ont été identifiées, comme par exemple la publication sélective de résultats positifs, le fait qu'on choisisse de ne pas publier des résultats négatifs, que les études soient faites sur des trop petits échantillons, ou encore qu'il y ait une sélection des données. Voici un exemple d'évaluation et de problème de reproductibilité. On voit ici l'étude initiale qui annonce une grande association entre un gène, le gène du récepteur à la dopamine, et le risque de développer une hyperactivité. Donc, pardon, je ne vois plus où je suis. Bon, cette étude initiale, elle est publiée dans un journal avec un fort impact facteur et en plus, elle a été reprise par la presse. Par contre, toutes les études ultérieures, qui sont représentées par les petits cercles en dessous, présentent toutes des effets moins forts, certains même invalident l'étude initiale, et finalement la méta-analyse, qui est le losange, elle présente effectivement une association, mais bien moins forte que l'étude initiale. Donc on peut se demander si ce phénomène de dévaluation, c'est un phénomène général, premièrement, pour toutes les études de la recherche biomédicale, et deuxièmement, si cette couverture préférentielle des études initiales est répétée à chaque fois. Donc c'est pour ça que nous avons construit une base de données d'études d'associations qui s'intéressaient à des facteurs de risque, qu'ils soient génétiques, environnementaux ou biochimiques, avec des pathologies. Nous avons choisi également 3 domaines de recherche, de comparer 3 domaines de recherche, et pour chacun de ces domaines, nous avons identifié 4 pathologies. Donc le premier domaine de recherche, c'est la neurologie, et nous avons étudié les maladies d'Alzheimer et de Parkinson.
l'épilepsie et la sclérose en plaques. Pour la psychiatrie, nous avons choisi le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, l'autisme, la dépression et la schizophrénie, et nous avons comparé ça avec d'autres maladies somatiques, comme le cancer du sein, enfin qui était le cancer du sein, le glaucome, le psoriasis et la polyarthrite rhumatoïde. Pour chacune de ces pathologies, nous avons sélectionné des méta-analyses. Nous en avions en tout 663. Et pour chacune de ces méta-analyses, nous avons identifié les études initiales et nous avons comparé les résultats de ces études initiales à ceux des méta-analyses. Voici les résultats que nous avons obtenus. Donc tout d'abord, sur le premier graphe, on voit que toutes les études initiales présentent des effets exagérés et largement supérieurs à ceux des méta-analyses, quel que soit le domaine de recherche. On voit que lorsqu'on regarde la reproductibilité des études initiales, elle est faible et elle est similaire dans tous les domaines. Et troisièmement, nous avons montré que les résultats qui étaient publiés dans des journaux scientifiques prestigieux n'étaient pas plus reproductibles que ceux qui sont publiés dans des journaux scientifiques moins prestigieux. Ces résultats nous permettent de confirmer des résultats qui sont observés dans la littérature, mais nous avons réalisé sur un grand nombre d'études et nous avons comparé différents domaines de recherche. La conclusion reste la même, les taux de reproductibilité des études initiales sont médiocres. Cependant, des auteurs ont souligné qu'il n'était pas forcément indispensable d'avoir des taux de reproductibilité de 100%. En effet, c'est le principe de fonctionnement de la recherche. On part de résultats prometteurs mais incertains et on arrive à un consensus après réplication de ces résultats. Cependant, un des problèmes, c'est que les résultats positifs et qui plus est spectaculaires trouvent facilement leur place dans les journaux scientifiques prestigieux et sont donc d'autant plus visibles pour la communauté scientifique d'une part, mais pour les journalistes d'autre part. Et c'est l'objet de la recherche que nous avons faite. Finalement, qu'est-ce qui suscite l'intérêt des journalistes? Donc nous avons utilisé cette base de données qui a plusieurs avantages. Elle comprend un grand nombre d'études primaires, et on connaît leur validité parce qu'on peut associer les résultats de chacune des études primaires à ceux des méta-analyses. Donc pour chacune de ces études primaires et chacune de ces méta-analyses, toutes celles qui ont été publiées dans des journaux avec des facteurs d'impact supérieurs à 5, nous avons recherché leur couverture médiatique sur la base de données Dow Jones Factiva. Nous avons décidé d'analyser 3 critères. Premièrement, quel était le type d'études couvertes par la presse? Est-ce que c'était des études initiales, des études ultérieures sur un même sujet ou des méta-analyses? Deuxièmement, la catégorie de l'association. Est-ce que c'était on a distingué 2 catégories, pardon. Les études de type S, c'est-à-dire des études qui associent un facteur de risque sur lequel le sujet peut agir, comme par exemple fumer, manger de la viande rouge, pratiquer un exercice physique, ou des études non S, contre lesquelles le sujet, des facteurs de risque, contre lesquels le sujet ne peut se prémunir, comme être porteur d'un gène. Et finalement, la dernière catégorie, c'est l'impact facteur dans lequel l'étude avait été publiée. Et là encore, nous avons distingué 3 classes. Les impacts facteurs inférieurs à 10, entre 10 et 30 et supérieurs à 30. Dans notre cas, il n'y a que 5 revues avec des impacts facteurs supérieurs à 30, qui sont Science, Nature, The Lancet, New England Journal of Medicine et JAMA. Tout d'abord, on a constaté que les études qui étaient incluses dans notre base de données, elles intéressaient la presse, puisque 3,3% d'entre elles étaient couvertes. Ensuite, parmi les études primaires, on en a 156 qui sont couvertes, et ce, par 1475 articles de presse. Donc, il y a environ 9 publications 9 articles de presse par étude scientifique. Les études scientifiques reçoivent des couvertures différentes, certaines n'ayant qu'un seul article de presse et d'autres allant jusqu'à 50 articles de presse. Au sujet des méta-analyses, il y en a beaucoup moins qui sont couvertes, puisqu'il n'y en a que 5, et par contre, elles font l'objet de 86 articles de presse. Maintenant, finalement, qu'est-ce qui éveille l'intérêt des journalistes? Tout d'abord, ce qu'on a montré, c'est que les journalistes, ils s'intéressaient particulièrement aux études initiales, puisque 13,1% des études initiales de notre base de données sont couvertes, beaucoup moins les études ultérieures et encore moins les méta-analyses. Ensuite, ils s'intéressent beaucoup aux études de type S, c'est-à-dire aux études qui caractérisent des facteurs de risque sur lesquels le sujet peut agir, puisque près de 10% des études de notre base de données de type S sont couvertes et moins de type non S. Et enfin, ils privilégient bien sûr les études publiées dans des journaux prestigieux, puisque près de 60% des études publiées dans des journaux à fort facteur d'impact, supérieurs à 30, sont couvertes.
si maintenant on regarde ceci en fonction de l'impact facteur, donc on voit bien que pour les impact facteurs inférieurs à 10 et entre 10 et 30, les études initiales et les études de type S sont largement privilégiées. Par contre, quand on arrive à des forts facteurs d'impact, on se rend compte que c'est plus le facteur d'impact qui rentre en jeu que le fait que l'étude soit une étude initiale ou une étude de type S. Ensuite, nous nous sommes demandé quel type de résultats la presse choisissait de couvrir. Parce qu'il y a deux types de résultats qu'on peut s'attendre à avoir couverts. Des résultats statistiquement significatifs, donc positifs, ou des résultats non significatifs, donc négatifs. Et nous, ce que nous avons montré, c'est qu'aucune étude initiale couverte par la presse ne présentait de résultats négatifs. Pourtant, dans notre base de données, on avait 43% des études initiales qui rapportaient des résultats significatifs. En ce qui concerne les études ultérieures, quelques études ultérieures couvertes par la presse rapportent des résultats non significatifs, mais ça représente non seulement que 13,6%, premièrement, et deuxièmement, très peu d'articles de presse y sont associés. La majeure partie de cette étude, c'est finalement quelle est la validité des études scientifiques qui sont couvertes par la presse. Et ce que l'on voit ici, c'est que à peine 50% des études couvertes par la presse sont reproduites par la suite. Ça, c'est finalement peu surprenant, puisque comme la presse privilégie des études initiales et que nous avons vu que les études initiales étaient faiblement reproduites, évidemment, les études initiales dans la presse le sont aussi peu. Et ce, quel que soit l'impact facteur. Par contre, on constate qu'en ce qui concerne les études ultérieures, elles sont plus reproductibles que les études initiales, et encore plus lorsqu'elles ont été publiées dans des journaux scientifiques prestigieux. Puisque les résultats des études couvertes par la presse sont souvent invalidés, nous nous sommes demandé si la presse faisait état de ces invalidations. Et donc nous nous sommes consacrés aux études initiales. Nous avions en tout 53 initiales couvertes et 35 d'entre elles ont été invalidées par la suite. Nous avons cherché si la presse avait fait état de ces invalidations et nous avons trouvé qu'un seul cas pour lequel la presse avait mentionné l'invalidation d'une étude qu'elle avait précédemment couverte. Et encore, c'est un cas particulier puisque non seulement l'étude initiale, mais aussi la méta-analyse avaient été publiées dans des journaux avec des forts facteurs d'impact. Et d'autre part, même si la presse s'est fait l'écho de cette invalidation, elle n'y a consacré que 4 articles de presse, quand elle avait consacré en moyenne 50 articles de presse pour l'étude initiale. Une hypothèse souvent avancée pour expliquer le fait que les journalistes ne font pas le suivi des études qu'ils ont un jour couvertes, c'est que les études ultérieures qui invalident une étude sont publiées dans des journaux moins prestigieux, et donc, elles sont beaucoup moins visibles pour eux. Donc nous avons décidé d'investiguer si, dans les études qui avaient été couvertes par la presse et qui étaient invalidées par la suite, il y en avait qui étaient publiées dans des journaux avec des facteurs d'impact supérieurs à 10 et qui invalidaient l'étude couverte. Donc nous avions 57 associations qui étaient réfutées. Nous avons regardé pour celles-ci combien d'entre elles, 57 associations réfutées et couvertes par la presse. Et nous avons regardé combien d'entre elles combien d'études ultérieures, publiées dans des journaux avec des facteurs d'impact supérieurs à 10, invalidaient cette étude couverte et donc étaient visibles pour les journalistes. Pour 27 de ces associations, il n'y avait aucune étude ultérieure publiée dans un journal supérieur avec un impact facteur supérieur à 10 et invalidant l'étude précédemment couverte. Donc, on peut penser que les journalistes ne pouvaient pas faire l'écho de cette invalidation. Par contre, pour 30 des associations réfutées, on avait au moins une étude ultérieure qui invalidait l'étude couverte, qui était publiée dans un journal avec un facteur d'impact supérieur à 10, et même 22 d'entre elles dont l'impact facteur était supérieur à celui de l'étude couverte, ou égal. Et pourtant, comme je l'ai dit, une seule invalidation a été mentionnée par les journalistes. Donc finalement, nos résultats montrent que pour la presse anglo-saxonne, les journalistes privilégient les études initiales publiées dans des journaux à fort facteur d'impact et mentionnent peu les invalidations lorsque ces études sont invalidées par la suite. Cependant, il est quand même difficile pour les journalistes de faire le suivi de toutes les études qu'ils ont un jour couvertes pour plusieurs raisons. D'abord parce que leurs conditions de travail se sont détériorées et qu'ils ont un plus grand nombre d'études à couvrir
tous les jours et moins de temps pour le faire, premièrement. Et deuxièmement, parce que parfois, il s'écoule plusieurs années entre le moment où l'étude initiale couverte est publiée et le moment où la réfutation potentielle peut arriver. Donc un bon moyen de pallier à ces problèmes du fait d'exagération des résultats dans la presse, ce serait de présenter les études initiales de manière prudente. Et donc nous avons analysé ça en regardant comment les journalistes prenaient en compte l'incertitude liée aux résultats initiaux de la recherche biomédicale. Donc nous avons réalisé ça sur une sous-population d'études. Nous avions 40 études initiales qui étaient couvertes par 426 articles de presse. Pour chacune de ces études, pour analyser la façon dont les journalistes prenaient en compte ou non l'incertitude, on a d'abord regardé le ton du titre. Est-ce qu'il était prudent ou exagéré? Par exemple, un type de titre exagéré pour nous était « Magic Key to Breast Cancer Fight », tandis qu'un titre plus prudent ou neutre était « Scientists pinpoint genes that raise your breast cancer risk ». Donc déjà, le ton du titre peut nous indiquer nous fausser notre opinion sur la validité des résultats. Deuxièmement, nous avons regardé si les journalistes décrivaient l'étude comme initiale, puisque si elle est décrite comme initiale, on peut penser qu'il faudra la reproduire. Enfin, aussi nous avons regardé si dans les articles de presse concernant ces études, des chercheurs auteurs de cette étude ou des experts spécialistes du domaine avaient été interviewés et cités. Et enfin, nous avons regardé si ces articles mentionnaient la nécessité de confirmer les résultats, ce qui pour nous était une indication que les journalistes ou leurs éditeurs, leurs rédacteurs en chef, prenaient en compte l'incertitude liée aux résultats de la recherche. Nous avons montré que dans 35% des cas, les titres étaient exagérés, que les études initiales étaient décrites dans plus de la moitié des cas comme effectivement étant des études initiales, que les chercheurs étaient cités dans une grande partie des articles de presse et que la nécessité de répliquer et de confirmer les résultats n'était présente que dans 20% des cas. Donc, alors que la majorité des études sont décrites comme des études initiales, seulement 20% des articles de presse mentionnent la nécessité de confirmer ces résultats. Et en plus, ces mentions sont principalement le fait des scientifiques. Dans 75%, c'est les scientifiques qui ont, ça leur est attribué sous la forme de citations, qui ont indiqué que les résultats étaient encourageants, mais qu'il fallait les répliquer pour les confirmer. Nous avons regardé l'évolution temporelle de la prise en compte de l'incertitude dans la presse en séparant nos études initiales en deux catégories, celles publiées avant 2000 et celles publiées après 2000. Donc on a le même nombre d'études et on voit qu'en ce qui concerne le taux d'invalidation, le nombre d'études qui sont présentées comme des études initiales et le nombre de fois où les auteurs de l'étude sont mentionnés dans le texte de l'article, tout ça c'est équivalent. Par contre, la différence elle se situe au niveau des titres de presse dont l'exagération augmente largement et en parallèle, les mentions de nécessité de répliquer les résultats sont de moins en moins présentes. Et ceci est vraiment paradoxal puisque si on regarde PubMed, sur PubMed, combien de fois la crise de reproductibilité de la recherche biomédicale est mentionnée, on voit que ça ne cesse d'augmenter et tout se passe comme si, alors que les chercheurs devraient être de plus en plus au courant ou familiers avec ce phénomène, ils sont de moins en moins enclins à en parler aux journalistes ou les journalistes sont de moins en moins enclins à en tenir compte. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc il y a beaucoup de propositions qui sont faites pour améliorer les résultats de la reproductibilité de la recherche biomédicale, comme favoriser le libre accès aux données de recherche, encourager la publication des résultats négatifs, promouvoir l'intégrité scientifique. Et il y a aussi de nombreuses conférences et des réseaux qui sont créés, comme le réseau Equator ou la conférence sur l'intégrité scientifique. Deux propositions qui reviennent régulièrement sont d'augmenter les exigences statistiques à P, que le P soit inférieur à 0,005 et d'augmenter la taille des échantillons. Nous, dans notre étude, dans notre étude de la reproductibilité des études initiales, nous avons sélectionné les études initiales qui avaient des exigences statistiques comme celle-ci, et celle-ci n'était pas plus reproduite que d'autres. Donc on peut se demander si cette mesure serait vraiment efficace. D'autre part, une autre recommandation, c'est d'augmenter
la taille des échantillons. Et nous avons remarqué dans notre masse de données que la taille des échantillons ne cessait d'augmenter, sans pour autant que la reproductibilité soit améliorée, et ce parce que les tailles d'effets mesurées étaient de plus en plus petites. Donc ce que nous pensons, qui serait sans doute des propositions qui pourraient être efficaces, comme d'autres d'ailleurs, ce serait d'inciter à des pratiques de recherche rigoureuses, d'appliquer aussi par exemple moins de pression à la publication, au fameux publish or perish, peut-être de revoir un peu aussi les critères d'évaluation des chercheurs et moins tenir compte de la quantité, mais plutôt de la qualité des publications. Et peut-être aussi de revoir les modes de financement de la recherche, puisque comme John Ioannidis, un chercheur à Stanford qui s'intéresse beaucoup à ces problèmes de reproductibilité, a suggéré, il vaudrait sans doute mieux financer des gens que des projets. Enfin, au niveau des médias, il faudrait encourager les scientifiques à insister sur les limites de leurs études lorsqu'ils interagissent avec les journalistes, et que les journalistes soient plus attentifs sans doute aux résultats des études scientifiques qu'ils rapportent. En effet, nous avons réalisé une enquête auprès de 21 journalistes scientifiques, 18 français et 3 anglais. Donc même si les données de cette enquête ne peuvent pas être mises en relation directe avec les articles de presse que nous avons analysés, puisque ce n'est pas les mêmes journalistes qui les ont écrits, cette enquête éclaire plusieurs choses. D'abord, que les publications scientifiques pour les journalistes font souvent l'objet de brèves, donc d'articles courts, et pour eux, ça ne représente pas beaucoup d'enjeux. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il pense qu'une étude qui a été soumise au système du peer review, ça implique forcément une validité de ses résultats. Ensuite, il ne doute absolument pas de la validité des résultats publiés dans les journaux prestigieux. Pour eux, ce sont des sources fiables d'informations et ils ne pensent pas qu'ils ont à mettre en doute la validité de ces résultats. Enfin, lorsque nous les avons interrogés sur qu'est-ce qu'ils pensaient de la reproductibilité des études initiales, ils ont souvent confondu le fait qu'une étude soit invalidée avec le fait qu'une étude soit de la réfractation, pardon. Je me suis trompée, c'est qu'elle soit rétractée, pardon, et pas réfutée. Et enfin, on a montré aussi qu'ils méconnaissaient particulièrement le mode de production des connaissances, enfin pour certains, bien qu'ils soient pour autant des journalistes scientifiques et bien que certains d'entre eux aient un doctorat et même un post-doctorat, puisqu'ils pensent pas qu'il y a besoin d'une évolution des résultats, d'un résultat initial à un consensus après réplication. Néanmoins, je pense que c'est très important qu'on continue à parler des progrès de la recherche biomédicale dans les médias, puisque le public doit en être informé, mais que les journalistes et les scientifiques ont un rôle important à jouer. Et notamment, des études de réception auprès du public ont montré que si on présentait les résultats comme des résultats intéressants, mais sujets à caution, les personnes qui lisaient ces articles de presse avaient d'autant plus confiance dans ces résultats. Donc, il ne faut pas avoir peur de les présenter avec toutes les limites qui leur sont associées. Je tiens à remercier donc mes directeurs de thèse, Andy Smith et François Gonon, aussi notre chef d'équipe, Thomas Boreau, nos collaborateurs avec lesquels nous avons réalisé l'étude sur la réplication des études initiales à Bristol, donc Marcus Munafo et Kate Button, le programme HEADS qui a financé mon doctorat, et enfin les membres du Centre Émile Durkheim et les membres de l'Institut des maladies neurodégénératives. Je vous remercie.